Paris Saint-Germain-Leipzig, score final, on va jouer serré. Ludovic Obraniak. Un partout. Oh non. Sébastien Tarel. 1-2. Vincent Duluc. 3-0. Jérôme Micou. Il veut pas porter. Comment 2 partout. Oh, le président est demandé. 2-2, comme tu veux. Oui, oui, le président est demandé. Tu étais sur un 3-0, je veux dire 3-1. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous, bienvenue. Le Paris Saint-Germain est relancé dans cette compétition. Un petit succès, 1-0 avec un penalty de Neymar. 1-0, tout va bien au niveau comptabilité pour le Paris Saint-Germain puisque Paris reprend la deuxième place à Leipzig avec une égalité de points, mes amis. 1-0. Vous retenez quoi? Cette très bonne opération pour le Paris Saint-Germain ou le hold-up de Paris ce soir? Y avait-il péno en faveur de Paris? Péno ou pas péno? Y avait-il vraiment pénalty? Nous reverrons les images, vous trancherez mes amis. Neymar sauveur, son but sauve-t-il son match? Attention. Et puis Mbappé, c'est 0 but en 2020 en Ligue des Champions. Est-ce que c'est inexplicable? Les notes de l'équipe du soir, vous pourrez évidemment noter tous les jours de cette partie. Enfin, Turel responsable, est-il responsable, Turel, de cette bouillie de football? Virginie Saint-Silly pour la victoire de Paris, je vous donne la main. Alors Paris s'impose dans la douleur, mais Paris s'impose quand même. À la 9e minute, l'arbitre sanctionne en fait la faute de Marcel Sabitzer sur Di Maria à l'entrée de la surface allemande. Neymar ne tremble pas et ouvre le score pour Paris sur penalty. Beaucoup d'occasions des deux côtés dans ce match. Une fin de match mouvementée d'ailleurs, mais Leipzig ne reviendra pas. Paris l'emporte ce soir et se classe deuxième de son groupe derrière Manchester United qu'ils rencontreront le 2 décembre prochain. Alors mes amis, merci. Virginie, vous retenez quoi? La très bonne opération du Paris Saint-Germain, désormais deuxième et devant, en cas d'égalité avec Leipzig, ou ce hold-up de Paris? Hold-up ou bonne opération? Simple. Bonne opération. Bonne opération pour Vincent. Qui mise le hold-up? Bah moi. Le hold-up, c'est un premier duel dans l'équipe du soir entre Vincent Duluc pour la bonne opération et Sébastien Tarel une belle brochette de faux cul. pour le hold-up. Pourquoi vous voulez changer d'argument? Oh bah il pourrait, je pense. Mais... La très bonne opération pour le Paris Saint-Germain, c'est par l'expert comptable Vincent Duluc. Je trouve le président... Ah non, je ne suis pas le président. Moi, je ne suis que le Je trouve présentateur. le meneur de jeu un peu... Oui, j'oriente un petit peu, je suis désolé. Non. Vincent Duluc, très bonne opération, Vincent. On y va. Vincent Duluc pour le confesser et sonder évidemment ses pensées. Compte Twitter de l'équipe du soir, chers téléspectateurs. Ce soir, vous retenez quoi? La très bonne opération, c'est-à-dire le match, les 3 points. Vous votez Vincent ou plutôt la manière qu'on a qualifiée de hold-up parisien. Vous votez pour Sébastien. Le président est demandé. Le président va trancher. Vincent ou Sébastien, c'est à vous, président. Mais je pense que privilégier le résultat, comme le fait Vincent, ça occulte pas la manière. Mais on a tellement été habitués d'une manière générale depuis l'ère Qatari, même s'il y a eu des remontadas, des matchs un peu spéciaux, mais qui étaient dans... Mais au moins, voir une équipe et au Parc des Princes réussir quand même des choses, que avoir subi tout le match, moi, ça, c'est la première chose, tu vois, quand je reparlerai de ce match, mais maintenant, pour les professionnels, pour les joueurs, pour le club, etc., ils iront du côté de Vincent. Mais si je parle pour moi-même, je retiens... Le hold-up, j'aime pas ce mot, il n'y a pas eu 3 tirs sur le poteau, il n'y a pas eu, tu vois, Je suis d'accord, le hold-up, voilà. c'est pire, je trouve ça pire. C'est peut-être... Oui, mais la bouillie de match du PSG, ça laisse augurer des gros soucis dans l'avenir et tu vas le payer forcément à un moment. Donc, enfin, je donne le point plutôt à Sébastien. Non, à Sébastien. Non, je comprends tout à fait ce que dit Vincent et je comprends les professionnels du football. Juste 15 secondes pour vous passer un extrait très important, péno ou pas péno. On aura le débat dans quelques minutes, mais on profite. Allez-y, mes petits, faute. Allez-y, cette faute qui va entraîner le penalty. Sabitzer sur Di Maria, y avait-il contact? Voilà les ralentis qui ne nous permettent pas fondamentalement d'avoir une idée claire, touché ou pas touché. On en parlera dans quelques minutes. Vous retenez la bonne opération du Paris Saint-Germain ou le football, Ludovic Obraniak? C'est compliqué. On retient les deux de toute manière, bon, on est d'accord. En priorité. Mais en priorité. Quelle manière, de toute façon, la manière, elle n'y est plus depuis déjà un certain temps. Moi, j'ai assisté ce soir à... On ne peut même pas parler de manière. Je vois une équipe qui joue avec des idées, qui a un schéma de jeu travaillé, précis, avec des joueurs qui sont censés l'animer. Et en face, je vois une équipe qui
ne sait rien. En fait, ça a été une parodie. Parce que le nombre de fois où les joueurs sont venus demander à Thomas Tuchel, alors qu'il venait de passer la mi-temps quand même, 10 minutes après, il a fallu rappeler les 3 milieux de terrain, Neymar est revenu, on fait quoi, comment, on repasse à 3 avec Danilo derrière. Donc tu fais, excusez-moi du peu, mais moi je peux comprendre aussi à un moment donné que les joueurs ils soient complètement... Le prince ne doit pas être content devant la télé. Que tu fasses pas rentrer Moïse Kean pour pouvoir un peu garder le ballon. Et on le voit, sur les 10 dernières minutes, Verratti, parce que après, bien sûr, il y a l'entraîneur, la tactique, ce qu'on veut, mais les 3 milieux de terrain, ils sont là pour... Je sais pas. Ça dénote avec l'entrée de Verratti. Verratti rentrait 7 minutes, 10 minutes. Ça a changé un peu. Il a mis une agressivité que les autres n'ont jamais mis pendant tout le reste du match. Enfin, c'est, à mon sens... je pourrais même pas parler de manière parce qu'il n'y a pas de manière en fait. C'est du hors football. Je vous fais patienter, Johan, c'est Bertrand qui a vu le match du côté du Parc des Princes. Vous retenez quoi, vous, la très bonne opération, puisque Paris est deuxième, vient de doubler Leipzig en cas d'égalité, ce serait Paris qui, aurait qui se qualifierait et non le club allemand, ou plutôt la bouillie de football? Ouais, c'est vraiment très très difficile comme question. Je retiens aller prioritairement, mais vraiment d'un cheveu, le résultat, parce que c'était une finale et bon, on a parfois coutume de dire que les finales elles se jouent pas, elles se gagnent. Là ce soir c'en était une. Il faut quand même bien se rendre compte que si le PSG avait fait ne serait-ce qu'un nul, très probablement en jouant bien, la saison du PSG elle était terminée. Parce qu'on s'en fout de la Ligue 1 en vrai pour le PSG. C'était l'enjeu prioritaire, c'était de gagner ce soir. Une fois que je vous ai dit ça, pour le reste, je suis d'accord avec tout ce qui est dit en plateau. On s'est beaucoup ennuyeux. J'ai trouvé cette image. Je regardais un petit peu le banc de touche pendant le temps additionnel. Neymar et Mbappé étaient debout, en train de se féliciter que Moïse Kean ait contré un ballon pour qu'il aille en touche, en train de demander à 1 minute 30 du coup de ces finales que l'arbitre arrête la rencontre, etc. J'ai trouvé ça à la fois beau de se dire voilà à quel point ce match est important, et aussi très triste de voir que le PSG contre Leipzig, en plus avec quelques absents, etc., on était rendu à ça. Mais la manière, oui, absolument consternante. Bertrand, pardon, juste une chose, parce que c'est bien ce qu'il dit Bertrand, mais ça aurait été mieux qu'il montre de l'enthousiasme sur la pelouse plutôt qu'en dehors, parce qu'en dehors, ils savent qu'il y a les caméras sur eux. Ok. Jomiku, j'aime pas beaucoup votre air pincé, j'ai l'impression... Quand il arrive en dernier comme ça, c'est non, mais je commence à vous connaître, Joe. Vous vous dites, si jamais moi dans cette équipe, je rentre dans le vestiaire, mais là, on doit avoir une discussion avec les gars. Là, je suis sûr que... Non? Ou je me trompe ou pas? Mais en fait, je pense que... Si, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais je pense qu'en fait, l'air de rien, même si c'est le PSG, tout ça, je pense qu'il y avait une énorme pression ce soir. Et je pense que ça les a bloqués, quoi. Ça les a inhibés? J'ose espérer qu'il y a une partie de cette explication qui est là, quoi. Parce que... Je pense pas, Jo. Regarde, souviens-toi Dortmund. Regarde, là, juste pour prendre l'exemple de ce que dit Sébastien, je suis complètement d'accord avec lui. À un moment donné, tu vois Mbappé, Neymar sur le banc de touche. Alors peut-être il y a les caméras, peut-être qu'ils en ont un peu. Non, mais ça. Je pense qu'ils avaient. Non, peur ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça. Ils en étaient arrivés à avoir très très peur. Est-ce que la Non, ça c'est la fin du match qui fait que là, ils ont peur parce qu'ils réalisent l'ampleur du désastre. Mais regarde contre Dortmund, ils sont dans la même configuration. C'est le match aller dont vous parlez. Non. Le match où il faut gagner avec 2 buts d'écart. Tu dois les gagner, c'est autre chose. J'ai l'impression que c'est autre chose. Je pense qu'au départ contre Leipzig, tu dois aller chercher 2 buts. Tu n'as pas peur. Et les événements font que plus ça avance et que tu vois que tu t'en sors pas. Et là, ils ont peur. Je pense que ça a été... Mais même d'entrée, ils se font... Mais c'est ce que je te dis. Oui, mais ça n'a pas été une évolution. Ça a été, je pense qu'ils ne sont jamais rentrés dans ce match. Mais je pense pas que ce soit qu'ils ont eu peur tout le match. Et moi, je pense que ce que dit Seb, et je constate aussi ça. Je dis, moi, quand je les vois, je me dis, ils auraient pu un peu plus se bouger sur le terrain. Je suis d'accord. Mais je pense qu'ils étaient... Il y a de la peur dans leur comment dire. J'ai peur que ce soit dans plus leur grave. Comportement sur la fin à pousser tout le monde. Je pense qu'il y avait vraiment... Parce que comme dit Bertrand, s'ils font nul ce soir, s'ils font juste match nul ce soir, ils sont quasi terminés. C'est 95% éliminés. Mais ils ont la tactique employée dès le départ, est-ce que déjà elle ne communique pas déjà un sentiment de peur? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses de ça. Je pense qu'effectivement l'absence de cadre, elle fait qu'ils ont un peu la trouille. Ils ont la trouille parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas beaucoup de cadres, ou le cadre n'est pas solide. Ils ont la trouille parce qu'ils savent... Non mais le cadre général, je parle du jeu. Ils ont la trouille parce que la moitié des joueurs n'ont pas le niveau. Et puis ils ont la trouille parce qu'ils ont perdu 5 fois sur 14 et que cette année, ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien du tout. Et puis la trouille s'accentue
par rapport au fait aussi que tu as en face de toi une équipe qui commence à jongler, tu n'arrives plus à avoir le ballon, tu sais plus comment faire. Voilà, elle est devenue le fait, progressive. ce que dit Ludo, le fait aussi qu'on voit à la 52e et à la 60e Thuram qui rappelle Neymar pour lui parler, qui rappelle ses 3 milieux pour leur reparler. À un moment donné, c'est des mecs qui sortent du vestiaire, quoi. Donc il y a eu, moi je pense qu'il ça a été affreux ce soir, mais je pense qu'il y a aussi de ça, même si c'est un grand club, même s'il y a tout ça, c'est l'air de rien ce soir. Si tu gagnes pas, t'es presque éliminé de la Ligue des Champions. Donc c'était un énorme fiasco pour la saison du PSG, quoi. Mais une fois qu'on a dit ça, et je suis le premier à avoir dit que c'était plus important de gagner compte tenu des conséquences. Allongez-vous sur le divan. Mais non, mais une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas à qui va profiter cette victoire en interne. C'est la victoire de qui? Franchement, ça ne peut pas être la victoire de Tourelle. C'est pas possible. C'est trop le cirque, c'est trop n'importe quoi, ça ressemble à rien. Excusez-moi, mais quand vous avez commencé votre démonstration, je ne sais plus ce que vous avez employé, mais Paris s'achète du temps là. Est-ce que vous croyez à des jours meilleurs quand vous voyez ce genre de... Il s'achète un avenir. Il s'achète un avenir en Ligue des Champions, c'est déjà pas mal. Un avenir possible en Ligue des Champions. C'est pas fini. Après, je pense que, comme tu disais, il y a certains joueurs peut-être qui n'ont pas ce niveau pour le PSG. Mais par contre, quand l'espoir, c'est quand même la rentrée de Verratti. Ah bah oui. Parce que de suite, il est rentré, ça a réglé le problème. Bon, il a failli se faire sortir aussitôt, mais... Non mais ok, mais et encore, pour moi, je ne lui en veux pas sur cette action parce que c'est le joueur qui lui tombe dessus et ça devient un geste presque agressif. Mais au départ, il va pas jouer le ballon. On va regarder justement changement donc de Verratti qui remplace Herrera à la 83e minute. 49 secondes plus tard, on voit Marco Verratti faire une faute sur Nkunku. Vous allez voir ça. Voilà. C'est là. Petite glissade. Il va même se faire un peu engueuler par Marquinhos. On voit ici donc la trace laissée par les Après, moi, je ne retiens pas ça de Verratti. Carton. Non, mais carton jaune. Oui, mais pardon. Oui, mais c'est le fait que Nkunku soit poussé par, je sais pas, je crois que c'est Marquinhos, qui lui tombe dessus et qui en fait ça devient presque un geste violent. Mais au départ, il va pour aller chercher le ballon. Mais bon, quand il est rentré, déjà premier ballon, ça a été petit sombrero. Deuxième ballon, il va au contact des mecs. Donc il a montré un peu à tout le monde, de suite, voilà, je suis arrivé les gars. Et après, voilà, conservation du ballon, il a fait 2-3 actions. Et de suite, ça change le match parce que la fin du match, ça a été le PSG presque qui conservait le ballon parce qu'il était là. Mais c'est terrible pour les autres, la différence que lui fait. C'est-à-dire que lui tout seul, il fait plus de différence que les trois ensemble, quoi. Et lui qui avait une blessure. Et puis t'amènes tout le monde avec. T'as vu, après ça a été conservation, tu l'as quand même conservé un petit peu plus. Comme si tous les autres avaient dit, ça y est, il revient, ça va bien se passer. Et puis les adversaires jouent différemment, je crois. D'un coup, la peur, bon, elle change un peu de camp quand même. En tout cas, le rapport de force, il est... Les coéquipiers, quand tu vas arriver, de coup, ça met de la confiance. Mais quand même. Pardon, mais dans un mauvais soir, moi, Verratti finit pas le match. Si l'arbitre siffle un carton rouge. Mais il ne le méritait pas, mais il ne méritait pas. Non, parce que lui, il est sur le banc, il voit comment l'équipe se fait jongler, il voit qu'il y a un manque d'agressivité, il voit tout ça. Donc lui, il rentre avec l'envie de mettre un électrochoc. Il est comme ça, Verratti. Mais s'il est là depuis le départ, il se comporte probablement différemment. Mais là, il sent qu'il faut impulser quelque chose, il faut sonner la révolte. Donc c'est pour ça. Et en plus, Jo le dit, sur l'action, bon, il n'est pas tout à fait non plus, il y a un excès d'engagement. Mais bon, ça se goupille bien parce que il met les deux jambes entre les jambes de Nkunku. Mais s'il les chope vraiment, alors là, c'est rouge. Ça se goupille bien. Donc ça se joue même si peut-être, mais ça se joue à pas grand-chose. Je comprends ce que dit Johan sur le fait qu'il y a des circonstances atténuantes, mais ça se joue à rien. Et s'il prend rouge au bout de 49 secondes, et il doit pas le faire quand même. Alors, on a mal vu avec la réalisation de nos confrères amis d'RMC. Et à un moment, il y a Herrera qui prend un jaune. Moi, je pense que Paredes, derrière, il doit prendre rouge. Et Paredes, il peut prendre un deuxième jaune, on est bien d'accord ou pas? Il fait quoi Paredes derrière? Je crois qu'il lui met un coup de saton au passage. Visiblement, on le voit pas, on perd l'image quand même. On perd un peu l'image. Juste en direct. On perd l'image, mais il y a le gros soupçon du petit coup méchant, comme il fait de temps en temps, vicieux un peu. En fait, on le voit en direct, mais au ralenti, on voit que le tacle. Il est coupé le ralenti. On nous le montre pas. On le montre pas, mais là encore... Ce qui est d'autant plus stupide que l'arbitre a sifflé faute. Qu'est-ce que tu vas mettre après la faute? Le gars sur sa lancée, un coup, quoi. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Mais c'est presque il n'est pas contrôlable, c'est pas possible. C'est devenu presque une caricature de lui-même. C'est-à-dire qu'il avait ce côté exaltant au début de chien de garde, de trucs. Bon, bah au moins il y a un mec dans cette équipe qui a un peu de révolte, qui a un peu de mental et de niaque. Bah là, ça se transforme à chaque fois, tu es à la limite de prendre le rouge. Résultat du duel, vous retenez quoi? Vous retenez la performance de Vincent ou la performance de Sébastien?
L'Oldup. L'Oldup. C'est la mode en ce pour moment. Sébastien. Je pense Finalement, les gens voient le match. non, mais les gens, ils ont été, je pense, comme tous, marqués par. Parce qu'on s'attend pas à ça. Non, on s'attend pas à ça. À ce point-là. Non. Virginie, vous êtes là, vous guettez les premières déclarations. Vous avez recueilli la déclaration tout d'abord de Marquinhos. De Marquinhos, exactement. On n'a pas joué à notre meilleur niveau, mais le plus important, c'était la victoire. On a obtenu les 3 points à la maison. On a mieux pressé à 5 derrière. On se sentait plus en sécurité. Voilà ce qu'il a déclaré. Une réaction spontanée de Johan Mikou, c'est-à-dire C'est très intéressant. Non, mais je pense que ça caractérise, ça caractérise ce que je dis. parlais comme ça, Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ça caractérise Le quoi truc- C'est bien. Vous avez des Il n'a réactions pas envie de spontanées. dire du mal. Vous avez des réactions spontanées, voilà. Bon, Ça ok. fait cliché, ça fait Ouais, raccourci. ok, d'accord. Non mais enfin, c'est juste la partie, on a mieux pressé à 5 derrière. Pendant 10 minutes, il y en avait toujours un des 5 qui traînait 10 mètres derrière les autres et qui mettait un cirque À pas partir du possible. moment où tu rentres, Donc c'est n'importe quoi comme remarque, c'est T'as n'importe 2 quoi. occasions terribles pour, Ah, mais c'est affreux. pour Leipzig. Ils passent à 5 et 30 secondes après, ils ont failli prendre un but. Et voilà. On était bien en place. Péno ou pas péno, puisque cette victoire donc, qui relance le Paris Saint-Germain a été obtenue par un coup de sifflet de l'arbitre. On est à la 9e minute. Vous avez déjà revu cette image, mais on va vous la remontrer. C'est une faute de Sabitzer sur Angel Di Maria. Semble-t-il, en tout cas, l'arbitre Danny Desmond Makele a vu un contact. Moi, sur le ralenti, c'est ce que je vous disais. Le ralenti. Alors attendez, habillage à l'américaine, on y va. Y avait-il vraiment pénalty? Vous me dites oui, vous me dites non. Ludovic Obraniak. Pas péno. Pas péno. Sébastien. Un tout petit contact sur le mollet, mais non, pas péno. Pas péno. Vincent. Au 3e ralenti, un doute. Un doute. Un doute qui est péno, un doute qui est pas péno. Non, mais un doute, si tu n'as pas la garantie que quelqu'un est coupable, tu ne le mets pas en prison. Quoi. Le doute n'est pas suffisant, si tu veux, pour dire puisque c'est ça. Pour revenir sur le fait que l'arbitre ait sifflé le pénalty, il faut vraiment que ce soit un truc. Oui, Ça, c'est qui sûr, se fasse c'est pas la dire. faute du VAR, Non, voilà. c'est Si, l'arbitre. c'est quand même la faute du VAR, du principe non, il du faut VAR. pas qu'il Parce y que ait- normalement, le doute devrait mais le profiter. principe, Non, mais tu peux le redoute doute doit devrait profiter. profiter au défenseur. Bah oui. Mais maintenant, avec le VAR, le doute profite qu'à l'arbitre. C'est tout. Le principe, c'est que le doute profite moi, à l'arbitre. non, non. Il se trompe jamais. Vincent, je suis pas tout Il à se fait trompe d'accord. jamais. Il y a eu des Non, cas. non, Il y a eu attendez, des s'est pas cas. trompé ce soir. L'arbitre arbitre. Oui, Monsieur Makeli, là. oui. Néerlandais. Notre ami. Péno. Oui. Péno. Ok. Bah oui, il y a Donc pas le d'erreur VAR est manifeste. enclenché. Ouais, c'est Oui. ça. On voit qu'il y a une Il zone y a un doute. grise. Il y a un doute. Bah, il y a un doute. À qui profite le doute? Mais non, non, non. À l'arbitre, non, non, à la décision de l'arbitre. On revient à la décision de l'arbitre qui avait dit, lui, avait vu pénalty. Non donc mais voilà, sauf que l'arbitre il se dit il vaut mieux que je siffle péno, de toute façon il y aura la VAR pour savoir si c'est péno ou pas. Donc en fait c'est un cercle Ça devient vicieux. pervers. On est toujours Non, comme mais- ça. mais après, Pourquoi il y a il y a beaucoup le plus de coup. pénalty qu'avant? Il y a- C'est parce que les arbitres se lâchent complètement. Non, mais il y a eu des cas. Non, non, là, C'est pas vrai mais même Non, c'est pas c'est vrai. statistiquement vrai, Non, c'est mais- prouvé. Oui, Il y a- statistiquement vrai, mais ce soir, c'est pas vrai. Il y a eu des cas, et je me souviens notamment en Coupe du Monde, où on avait accordé un penalty à Neymar à quelques minutes de la fin, dans un match contre une équipe relativement faible au premier tour, où ils font match nul finalement. Et l'équipe en question a été réduite à 10 contre le Brésil. On avertit l'arbitre qui avait accordé penalty. Il va voir, donc tu l'avertis, tu dis va voir, et puis après si tu bâches le truc, eh ben il enlève le penalty. Mais ça s'arrête de temps en temps, heureusement, de temps en temps. Mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Parce que lui, quand on voit ça, il ne peut pas avoir une super certitude. Oui, mais lui, il si n'est tu pas lui allé donnes voir. la possibilité. Il n'est pas allé voir. Mais oui, c'est ça. Non, mais parce qu'on lui a pas dit aussi. Ah non, on lui a dit, l'oreillette, vas-y, va voir. on lui a dit t'inquiète pas, il y a faute. Non, donc la faute. Non, peut-être qu'on lui a dit. Oui, Non, mais on lui a dit il ne va pas voir. oui. Donc si on lui dit il ne veut pas voir, la faute elle est du VAR quand même. Parce que lui, Ah si ben on voilà, l'avertit pas. peut-être d'estimer qu'il y a eu le contact, là, comme on a Oui, vu un oui. petit peu le Voilà, ils ont- léger contact dans le sens. Mais après, Di Maria joue super bien le coup, parce qu'à peine il se sent touché, il tombe. Oui, C'est vrai, il c'est était qu'au fleuré. troisième À peine il ralenti, pleurait pas, mais il Ah tombe. ouais. Donc après, Au troisième Il est là ralenti, dans l'esprit du sport. on voit, Ça vous a- c'est- on voit quand même au troisième ralenti le mollet, enfin le tibia bouger un peu. Ouais, Et un bouger petit peu. légèrement Ah au ouais. troisième ralenti. Au troisième En ralenti. bas, ouais, on voit Ce qu'il faudrait, ça bouge un peu sur déjà l'impact. une sous image, l'impact. ça ment. Mais au-delà de ça, je trouve que C'est de vrai. temps en temps, il faudrait une image, c'est pas la réalité. Tout à fait. surtout le ralenti. Voilà. Et donc je pense qu'il faudrait le mettre à vitesse Ah oui. normale de temps en temps. Ça nous aiderait peut-être au niveau de la chute ou certaines C'est vrai. choses. Tandis que là, il y a tellement de. C'est pour ça que dans le Il y a une montage, zone grise qui est très compliquée. c'est pour ça que dans le montage, on a respecté, mon cher Didier, votre sensibilité footballistique et nous avons mis l'image. Voilà. Non, mais je veux le Dans gros temps- plan Attendez. en direct. Attendez, on a un spécialiste du VAR. On a un spécialiste du VAR. C'est Bertrand On va pas Napoléon. refaire le VAR, là. Bertrand, non, on fait pas le VAR. Péno ou pas péno, mon Bertrand, je sais que vous avez un œil d'aigle là-bas du côté du Parc des Princes. Vous voyez tout.
Oui, je vois tout. Non, mais pas péno selon moi, mais c'est vrai que le jour où il y aura la vidéo, peut-être qu'il y aura moins d'erreurs d'arbitrage. Ça, on peut toujours l'espérer. En revanche, j'aurais bien aimé revoir quand même l'action de Konaté sur Mbappé. Ça me semblait curieux à vitesse réelle. J'ai pas pu voir beaucoup de ralentis. J'en profite pour vous demander votre avis, ce que vous en avez pensé, parce que ça me paraissait plus évident sur le deuxième que sur le premier. Non, monsieur Makili dit qu'il joue le ballon. On est allé vérifier. Très bonne intervention de Konaté. Donc là, on peut éventuellement vous rassurer. Johan, il disait il joue bien le coup, Di Maria. C'est vrai. C'est un vocabulaire. Mais oui, c'est un vocabulaire qu'on a tous eu, même quand on jouait et tout. Mais moi, pourquoi j'ai pas aimé ce match en plus du Paris Saint-Germain? C'est toute cette attitude. Ouais. Ils ont passé leur temps par terre, leur temps à lever les bras, les mecs devant, tout le temps jamais contents. Il y avait ce soir un état d'esprit abominable. À tel point que je me demandais, je sais pas s'ils préfèrent le football ou leurs statistiques. Non, mais ça fait partie de cette peur aussi. Je sais pas. Je me demande. Je pense que c'est lié. Parce que si on parle comme ça du PSG, on parle des 50 millions, on parle de ci, de là. Mais quand même. Non, mais quand tu lèves les bras, à chaque fois, parce que la balle à l'arrêt. Parce qu'il y avait une certaine tension. Hein. Peut-être. C'était juste un match de poule, entre guillemets, mais il y avait une tension énorme. Peut-être encore plus importante que quand ils jouent les quarts de finale. La frustration, elle vient pas aussi du manque de solutions que t'offrent tes partenaires? Aussi. Parce que quand tu touches le ballon... Mais parce qu'ils se cachent aussi. C'est très bien, Ludo, des fois, quand il y a des matchs de pression. Tu as une partie des joueurs qui, quand tu veux leur donner le ballon, ils se cachent. Les milieux de terrain sont cachés. Et Mbappé s'est caché, le seul qui a pris ses responsabilités, et c'est pour ça qu'on lui tombe dessus à chaque fois qu'il touche le ballon, parce qu'il en fait trop, parce qu'il truc, c'est Neymar. Eh ben Neymar, on va tout de suite passer à Neymar. Merci beaucoup Ludovic, ça c'est une superbe transition. Milieu de terrain, ce soir. Il apprend, hein? Peut-être pas. Virginie Sassili, Virginie, un petit coup d'œil du côté de l'adversaire, prochain adversaire du Paris Saint-Germain, c'est Manchester United de Bruno Fernandes. Oui, j'ai un super but à vous montrer. Score final 4-1 pour Manchester United avec une magnifique ouverture du score de Manchester dès la 7e minute sur un corner frappé par Tel, renvoyé par la défense turque. Bruno Fernandes reprend d'une demi-volée du droit. Score final, je vous le disais, 4-1 et Manchester est en tête de sa poule devant le PSG, pour rappel. Bruno Fernandes me dit à chaque fois de prononcer Johan Mikou. Exactement. Pardon, oui, exactement, comme ça c'est dit. J'ai un problème avec les S. Neymar sauveur. Son but sauve-t-il son match? Ludovic nous avait dit un petit peu son but sauve-t-il son match? C'est un but super important. Son but ne sauve pas son match. Mais il ne faut pas tomber tout le temps sur Neymar. Parce que quand c'est compliqué, c'est le seul qui prend ses responsabilités à venir chercher le ballon, à essayer de débloquer des solutions. Ok, il perd le ballon, l'attitude c'est pas toujours bien, il essaye de gagner des fautes, mais il essaye de gagner des fautes parce qu'il est carbo. Il est carbonisé, il n'en peut plus. Ludovic, Bertrand n'est pas du tout d'accord avec vous, je vous mets en contact. Bertrand, par rapport au match de Neymar. Oui, Bertrand. Je l'ai trouvé consternant, Neymar. Franchement, même dans l'attitude, c'est insupportable de faire des matchs comme ça. Et sur ma première intervention, je disais que j'étais étonné de voir Mbappé et Neymar à ce point chaud sur le banc les quelques minutes qu'ils ont passé dessus pour pousser leur partenaire. Mais il m'a aussi beaucoup énervé tout au long de cette rencontre. Je crois que c'est Sébastien qui disait que les Parisiens avaient passé beaucoup de temps au sol. Neymar, ça se demandait s'il n'a pas passé plus de temps couché sur la pelouse qu'à jouer. Il joue tout seul. Il y a un moment donné, en première période, il perd une ballon, il veut faire un petit point à 30 mètres de sécage, il perd le ballon, derrière il y a une occasion pour Leipzig, il joue perso, quand il joue pas perso, il joue uniquement avec Mbappé, il joue à l'envers, quoi. Enfin, c'est tous les mauvais côtés de Neymar quand il est pas en forme. Donc effectivement, il marque ce péno qui tire bien comme à chaque fois. Il y a aussi en première période une passe de Mbappé où il le sert bien et il réussit mal sa première touche de balle. Non, moi j'ai été vraiment consterné, notamment par l'attitude de Neymar qui est pas du tout un cadre dans ces moments-là où il amène son équipe avec lui, il prend même un jaune pour rien et derrière en toute la deuxième période, j'avais peur qu'il prenne un deuxième carton jaune. Enfin bref, à jeter ce match, je trouve. Ludovic, alors on pense toujours qu'il a pris ses responsabilités. Ludovic, j'en passe Bertrand. Mais Bertrand, il est à votre place de temps en temps. Oui. C'est lui qui anime l'émission. Oui. Quand tu auras Bertrand, les consultants autour, on va lui saboter son émission. Puis on va voir, vu que lui c'est un sanguin, on va voir s'il va pas s'énerver, se frustrer et envoyer tout balader. Ah, c'est tout, c'est qu'à un moment donné, quand on te demande d'être au four, au moulin, et que les autres t'aident jamais, et que c'est tout le temps toi qui dois prendre tes responsabilités, et de venir chercher le ballon, tu es à 40 mètres du but adverse, parce qu'il n'y a jamais un mec qui est capable de remonter le ballon et de te servir dans de bonnes conditions. C'est la réalité, Vincent. T'exagères un peu quand même. Il est insupportable. Non, mais c'est on pas peut ça. pas tout Je trouve que tu exagères son caractère. Tu exagères son côté positif ce soir. Voilà. Je trouve pas qu'il était tout le temps positif pour son équipe. Non, mais je le mets en avant parce que lui ne se cache pas. Mais oui, mais tu peux même mettre lui et Mbappé dans le même lot et dire
que s'ils sont pas là, il se passe absolument rien. Sauf que Mbappé, il se passe rien. Je suis l'un et l'autre. Sauf que Mbappé, lui, non, mais il est juste à l'attente de la dernière ligne. Ils se sont passés des choses avec eux. Non mais ce soir, quand c'est pas eux qui ont le ballon, quand ils sont sortis. Non mais ce soir, quand c'est pas eux qui ont le ballon, il se passe rien. Après, c'est passé des choses qui sont sorties parce que Verratti est rentré. Mais voilà, on peut discuter là-dessus. Ça devient une équipe. Mais en attendant, les autres n'ont rien créé. Ce sont eux seuls qui ont créé des trucs à partir de rien, souvent. Non, mais quand les autres sont mais tout le temps ce soir, je trouve que Neymar, il n'est pas assez positif, ni dans l'attitude, ni dans le jeu, ni dans rien. Je suis d'accord avec les excuses. Il revient de blessure, de même que Mbappé, ça fait 8 jours qu'il rejoue, c'est compliqué, etc. Tu le fais jouer à 70 mètres du but. Mais n'empêche que c'est pas suffisant, c'est pas positif, c'est pas contagieux, il n'y a pas d'effort. Je veux dire, si Neymar, qui est quand même le plus grand joueur peut-être de l'histoire du PSG théoriquement, en talent, en statut, en tout ce qu'on veut, n'est pas capable dans un match comme ça d'emmener les autres avec lui. Et Vincent, comment tu vas emmener les autres? Tu joues dans ton camp. Il n'est pas bien. Mais dans l'attitude, donne confiance aux autres. On voit bien que tous ses premiers ballons, il cherche à dribbler 4 mecs, ça joue en avançant, mais etc. même lui, il n'arrive même pas à trouver de la confiance dans la position. Oui, mais comment tu veux qu'il en donne aux autres? Il n'y a pas que... Il n'a pas le droit qu'à des excuses, il a le droit aussi à dire proche. Je suis d'accord. Nous allons noter Neymar dans quelques minutes. Nous faisons un thème Neymar. Vous pouvez prendre le contrôle de l'émission pour donner la note de Neymar. Mais on va poursuivre évidemment. On va attendre un téléspectateur qui donne le là. Neymar, alors il aide son équipe ou alors il a plombe? Parce que moi j'ai l'impression qu'il en une touche, 2 touches, 3 touches. Il la donne à qui? Vous n'avez pas dit. Et il la donne à qui? Donne-la. Et il la donne à qui? Hein? Il la donne à qui? Non, à chaque fois un copain, je sais pas. Un copain? Oui, non, mais tu peux la donner. C'est pour ça qu'il la donne pas. Mais si c'est pour faire une passe latérale pour jouer derrière à chaque fois, ça va pas faire avancer le schmilblick. Non mais oui, mais parfois mais je pense qu'on que est pas Ludo, bien. il a un peu raison aussi. Ah ouais? Moi, je trouve qu'il a un peu raison dans le sens où déjà mettre Neymar et Mbappé ce soir dans le même sac, moi je suis pas d'accord. Parce que Mbappé il se cache tout le match. Bah oui. Parce que si c'est pour toucher, si ne pas avoir le ballon, c'est te sortir d'un match, Neymar, regarde, il touche 74 ballons ce soir sur un match où tu as peut-être 35-40% du temps le ballon. Ça veut dire que le mec a demandé le ballon, il a essayé, il a tenté. Alors après, comme tu dis, peut-être il peut jouer avec les autres. Mais le problème, comme on a dit ce soir, c'est que quand les joueurs autour se cachent, tu fais quoi? Tu joues avec qui? Mais ça tient aussi à leur profil les mecs au milieu. Ça tient aussi leur profil aux deux. C'est normal que celui qui décroche, ça soit Neymar plutôt que Mbappé. Okay. L'idée, c'est Donc Neymar Mbappé, décroche et puis après il balance et Mbappé court. Est-ce que tu as vu quand Neymar avait le ballon? D'ailleurs, c'est la seule idée de jeu qu'est le PSG. Oui, oui, peut-être. Mais ce soir, est-ce que tu as vu quand Neymar avait le ballon qu'Mbappé proposait quelque chose? Moi, je ne l'ai pas trop vu. Di Maria, il a été transparent. Les 3 au milieu, tu vas combiner avec les 3 du milieu? Non, mais c'est vrai. Voilà, donc avec qui tu veux jouer ce soir? Oui, mais ça, moi, je trouve que c'est Neymar... des excuses qui seraient valables pour n'importe quel des membres des 6. C'est ça qui me gêne. Non, mais le seul qui touche les ballons et qui les prend et qui les demande et qui est toujours en activité quand je dis quand le PSG a le ballon, hein, pas quand il l'a pas. Mais quand il a le ballon, c'est lui. C'est le seul qui propose des solutions. Simplement. Alors après, il est énervant, il est agaçant, tout ça, je suis d'accord aussi avec ça. Jo, quand je lui demandais devant, parce que je parle à la télé, vous savez, j'ai un toc. Les mecs m'écoutent pas, mais j'ai un toc. Donne-la. Mais quand je lui dis de la donner, c'est pas forcément que je vois une ouverture, un truc, mais à un moment dans la logique du jeu de faire un peu respirer le ballon. Il y a des moments. C'est jamais simple. Il y a des moments où on la donne, on va se déplacer, on va faire vite. Tu la donnes à Bakker, qui va la mettre en touche. Tu vas la mettre à Herrera, qui va la mettre derrière. Il faut qu'il se propose aussi. Non mais franchement, si jamais il prend... Il n'y a pas que de ça. Non mais s'il prend le ballon, qu'il la donne une passe simple, juste une fois de temps en temps. Oui, un peu. Une passe simple, il se déplace, il fait l'appel, on lui ordonne. Enfin, ça s'appelle le football. Et en plus, toi, Johan Punaise, j'aimerais bien t'y voir. Non mais je suis pas Neymar. Ça, c'est pas un argument. Quand tu as le pressing des mecs dans ta partie de terrain et que tu ne sais pas sortir... Non mais si l'argument, c'est... C'est pas un ressenti. Moi, c'est mon ressenti de ce soir. J'aimerais t'y voir aussi, d'ailleurs. Sébastien, c'est mon ressenti de ce soir. Après, j'ai pas fait un focus sur lui pour voir toutes les actions. Peut-être qu'il faudrait le revoir pour voir vraiment si c'est sa faute, la faute des mecs qui se déplacent pas. Mais le ressenti que j'ai ce soir sur ça, c'est plus ça. Quoi. Non, mais si on te donne par exemple la moyenne de touches de balle de Neymar ce soir et la moyenne de touches de balle d'un joueur normal dans un autre match, tu vas être effaré. Tu vas dire non mais effectivement c'est pas possible. Oui mais parce que ça c'est pas possible, sa moyenne de touche de balle c'est trop important. Non mais toi tu dis que ça vient que de lui. Non mais Vincent tu dis que ça vient que de lui toi. Moi je pense que ça vient un peu de lui et un peu de fait qu'il n'y a pas de... Non mais je suis d'accord. Vincent, il prend la balle. Il la touche 3-4 fois. Est-ce que c'est mieux de la toucher 2 fois, de la donner à Bakker ou un truc qui va la mettre derrière ou en touche ou ailleurs? Ou est-ce que c'est mieux que lui touche 3 fois avec la possibilité d'éliminer un mec et de créer quelque chose? Mais ça dépend ce qu'il recherche, c'est la solution collective ou si c'est le défi individuel. On sait bien qu'il est toujours entre les deux. Vincent, il n'y a pas de collectif. Ça, je suis d'accord qu'il n'y a pas de collectif. Donc on peut pas. Ils sont énervants, mais tu peux pas leur mettre tout le temps toute la responsabilité dessus. Les autres autour aussi, à un moment donné. Ludovic, à vous écouter, donc. Il n'y a que Neymar qui est bon, donc il a raison de la... Non, mais les autres, ils ont le droit d'avoir leur part de responsabilité. Non, juste une chose, ils la veulent, la responsabilité. Tout le projet tourne autour d'eux.
parce que c'est un choix du club, mais aussi parce que c'est leur volonté. De manière systématique, ils envoient le message qu'il faut que tout tourne autour d'eux. Et si jamais ils sortent de temps en temps, c'est un drame. Pas ce soir, parce que là, ils étaient cul bouillis. Mais, et donc, il y a un moment où à chaque fois, ils envoient le message que tout doit tourner autour d'eux. C'est aussi la limite et la faiblesse de Tourelle de ne pas être capable de créer un cadre en parallèle et à côté d'eux. On aura un thème. Est-ce que c'est possible? Tiens, mes amis, j'avais demandé à nos téléspectateurs de nous donner une note sur le match de Neymar. Alors, c'est Ken. Bonsoir, Ken. Il mérite 2 maximum. Il est insupportable, tombe tout le temps, incapable de faire un dribble, ralentit le jeu en tombant à chaque contact. C'est un 2, c'est très mauvais. Il me semble, oui, 2, c'est très mauvais. Didier, 2, 4, 3, 5. 4, pas satisfaisant, pas satisfaisant, pas satisfaisant. Vous n'étiez pas d'accord, mais vous lui donnez la même note. Hein. Mais moi je mets 4 parce qu'un but et il donne une balle de but à Mbappé. Donc voilà, je sauve ça dans un match où il n'y a rien. Un match pas satisfaisant, mais on ne peut pas donner à chaque fois à Neymar la responsabilité de tous les maux du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si les autres, à un moment donné, autour, ils donnent jamais un coup de main, ils donnent jamais une solution, mais pas lui sauter dessus à pied. Il la veut cette responsabilité, encore une fois, Ludo. Il la veut, il la revendique. Et Vincent, il l'apprend. Il l'apprend aussi. Il l'apprend souvent. Dans les grands matchs, quand même, c'est plus lui qui l'apprend que d'autres joueurs. Il y a d'autres joueurs qui se cachent. Il l'apprend, mais c'est vrai que des fois, de temps en temps, il pourrait un peu alterner, tu vois. Et je pense que même s'il est milieu de terrain, c'est pas très créatif, etc., etc. Je pense quand même qu'ils sont capables de faire une passe, tu vois, et à un moment s'économiser et le faire peut-être plus dans les 35 derniers mètres. Mais il l'apprend et c'est pour ça qu'on lui met 4. Sinon, on lui met 1. Mais vous avez tous les deux raison, quoi. Il le fait plus quand il est bien. Quand il est moins bien, il a tendance à croquer un peu. C'est un gros problème quand même, parce que pendant ce temps-là, alors tu perds complètement celui qui est à droite. Si tu veux, les autres milieux de terrain, dès qu'ils ont la balle, il faut la lui donner. Et c'est vrai qu'à un moment, tout se dérègle. 35% de possession de balle. Et tu as joué les 3/4 du match dans ta moitié de terrain, presque dans tes... Non, mais je dis que tu as raison aussi. C'est dans des conditions très difficiles. Mais si de temps en temps, et on le connaît, il pouvait un peu la lâcher. Et si de temps en temps, au lieu de toujours penser à tomber, il pouvait rester debout, ça donnerait beaucoup plus le concernant et dans son image. Tu sais que quand t'es pas bien, simuler un truc, rester au sol, ça te permet aussi de souffler un peu quand tu as le palpitant, tu tapes à 200. Même quand il est bien, s'il peut tomber quand même, il avait perdu ce truc-là, il a un petit peu repris. Mais tu vois, on est moins dur. Le gars lui donnait 2, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont vu le match de Neymar qui lui donneraient 2 ce soir. Nous, on lui donne 4, ça montre bien qu'il y a des 2. Le chiffre de Neymar, du match de Neymar, Vincent 28 ballons perdus. C'est normal parce qu'il prend ses responsabilités. Non, mais 28 ballons perdus. Alors, les ballons perdus, pour moi, c'est jamais un problème pour les attaquants, honnêtement. Ça va jusqu'à 15, ça ne me gêne pas. Ça dépend des initiatives, ça dépend de ce qu'ils tentent de faire. Et à partir de... Non, mais je veux dire, on ne compare pas les ballons perdus d'un attaquant et d'un défenseur, ça n'a pas de sens. Un attaquant, un dribbleur, en plus, il a le droit de perdre des ballons. C'est ce qu'on lui demande. On lui demande de tenter, de tenter des déséquilibres, c'est tout. Mais 28, c'est énorme quand même. 75 touchés. Oui, mais 28 ballons perdus. Oui, mais si t'en touches 40, c'est grave. Mais tu te rends compte de le nombre de temps où le nombre de fois où je pars dans l'autre sens quand même. Tu le touches 3 fois. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont. Tu vois ce que je veux dire? Simplement 2 fois. Excusez-moi. Non, ça compte pas les touches de balle. Ludovic et Jo. Je me fais le porte-parole de Didier Rostand. Un peu trop d'ailleurs. Non. Un peu plus d'alternance. Mais oui, mais tu prends il a toujours été comme ça. On est d'accord. Mais si je lui mets 4, c'est parce que justement, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Mais par contre, lui tomber tout le temps dessus, c'est là où je rejoins Ludo, ça va quoi. Le PSG, il y a beaucoup d'autres problèmes que celui-là. Et surtout sur un joueur qui a manqué quelques matchs. Il revient. Mais quand il revient, on sait qu'il force un peu trop, il a tendance à faire ça. S'il faut être d'accord pour dire que Neymar n'était pas le problème ce soir, je suis d'accord. Mais après, s'il y a un poids supérieur au-dessus qui lui dit ce soir tu la lâches, tu fais ci, tu fais là, peut-être qu'il va le faire. Mais par contre, là, comme on a commencé, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Donc personne ne lui dit rien. Il n'y a pas de poids supérieur. Et à Paris, il n'y aura jamais de poids supérieur. Donc ça arrivera. Emery a eu Neymar. Non, il ne l'a pas eu. Il ne pouvait pas, il a fait ce qu'il a pu, il lui a expliqué, tu penses bien que Emery en a souffert. Mais il avait ses limites. Tourelle, il ne s'en sort pas, tu amèneras un troisième, il s'en sortira pas. C'est ce que je te dis, il y a aussi ça par rapport au match de Neymar. C'est-à-dire que s'il est blessé encore pendant un mois, quand il reviendra, ça sera la même chose. Par contre, s'il est dans un club où les mecs ils lui disent quand tu reviens, tu joues simple, lâche la. Mais est-ce que ce club peut exister là où est Neymar maintenant, comme vit Neymar, ce que fait Neymar? À Paris, non. Excusez-moi. À Paris, c'est difficile. Sur le choix de l'entraîneur, donc de toute façon, quelle que soit l'identité de l'entraîneur, s'il y a Neymar à Paris, ça marche pas. Non, mais
Non, on peut pas dire ça parce qu'il y a quand même sur des retours il y a de Neymar, des problèmes structurels avec Neymar et des problèmes ponctuels. Là, c'est ponctuel, conjoncturel. C'est-à-dire qu'il rentre de blessure, il n'est pas bien, il n'a pas de jambes. Si lui et Mbappé, ils ont 2 mois de compétition normale, sans blessure, sans rien, ils font pas le match pourri qu'ils font ce soir. L'autre chose, c'est quand même que Tourelle a amené une chose, c'est que sa position axiale de Neymar a quand même changé un petit peu la perception qu'on a eu à part. Ok, vous avez loupé une bonne vanne, bon jeu de mots de Nabil Djelit, Johan Mikou. Structurel. Ah, structurel. Virginie, qu'est-ce qui se passe? D'autres images de la soirée peut-être hein? Oui, Dynamo Kiev contre le FC Barcelone, 4-0 pour le Barça avec un but d'Antoine Griezmann rentré en seconde période. En toute fin de match, passe d'Alena pour Alba. Alba qui remet au centre depuis la gauche de la surface, contrôle du droit de Grisou, croisé du gauche, 4-0 pour le Barça qui est premier de sa poule devant la Juve. Voilà, il a bien fait de parler hier Griezmann sur la Movistar là, ça. Arrêtez. Non, non, pas du tout. D'accord, c'était un raccourci. Allons. Merci beaucoup. Allons. Mbappé égale 0 but en 2020 en C1. Toujours pas de but pour Mbappé en C1 en 2020. Ça fait 8 matchs quand même. Ça fait pas des 3 matchs. Ça fait 8 matchs. Est-ce que pour vous c'est inexplicable? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive pas à me l'expliquer. Il y a une partie qui est explicable, il y a une partie qui est explicable. Non, mais la partie explicable, c'est qu'il a joué pas mal de matchs blessés, notamment par exemple à Lisbonne. En retour de blessure. À Lisbonne, en retour de blessure. Voilà, oui, en retour de blessure, absolument. Johan a raison, en retour de blessure. Que malgré tout, il a eu un impact au moins une fois, c'est quand il rentre contre l'Atalanta. On est d'accord où il fait une vraie différence. Mais le reste de la partie, le reste du constat est moins explicable. Ouais. C'est évident. Ça fait combien de matchs? 8. 8. C'est en 2020, c'est beaucoup. Matchs, hein. Il y a eu 9 matchs, mais... Cela dit, avec le PSG, il est quand même souvent moins décisif en Ligue des Champions. Il n'y a pas de mystère. Sans aller rechercher contre Manchester United au retour, son face-à-face, où ils disent contre De Gea, comme ça peut arriver. Mais si tu mets bout à bout Mbappé en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il a été impressionnant dans sa rentrée contre l'Atalanta. C'est vrai que contre Leipzig, je dois faire le job, mais tout le monde le fait. Tu vois, même Herrera, il se balade. Enfin, mais c'est pas un mauvais joueur, hein, Herrera. Mais je veux dire, tu vois. Mais tu mets la finale contre le Bayern, tu mets un certain nombre de choses. Ben, pour quelqu'un qui est, paraît-il, dans les 4 mondiaux, on doit lui demander plus, je pense. Parce que aussi, on peut l'expliquer, on part encore une fois parce que le PSG est moins souverain. Beaucoup moins souverain, il passe beaucoup moins de temps dans le camp adverse, passe beaucoup moins de temps dans les 30 derniers mètres adverses. Il le sollicite beaucoup trop sur des courses qui sont épuisantes pour lui. C'est-à-dire qu'il part à un moment donné, il est parti sur le côté, il a fait 80 mètres. Soit trop loin, soit trop tard. Ouais. Et puis sa grosse marge de progression, elle est quand même dans le dernier geste. C'est-à-dire qu'il a énormément de qualité, mais dans la finition, il a parfois certains manques. C'est là, sa grosse marge de progression, elle est là. J'ai regardé le nombre de buts qu'il a marqué en C1 en Ligue des Champions, il en est à 19. C'est plutôt très bien. À 22 ans Même pas. 22. Et il est 98. En décembre, donc à 21 ans. Attendez, j'ai fait une enquête terrible. Attention. Donc 19 buts en C1. Avec le Paris Saint-Germain, un seul but en phase d'élimination directe. D'accord? C'était contre Manchester au match aller au Trafford. En combien de matchs? Alors attendez. Ton étude, là, elle est géniale. Attendez. Arrêtez avec vos questions. Bah oui. Il avait commencé avec Monaco, avec des matchs à élimination directe où il claquait but sur but, il en était à 6. Ouais. Donc depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, vous faites 6 moins 19. En 3 ans au PSG. C'est un peu différent. Pour l'instant. Il est joué des droits à un moment. Non mais est-ce que le gars régresse? Ou est-ce que le gars... Non, mais après il n'a pas joué au même poste toujours. Oui. Le schéma de jeu à Monaco était très clair. Sur une équipe qui n'était pas forcément attendue, donc qui pouvait jouer le contre, avec un duo avec Falcao qui marchait très bien, et des bons passeurs. Bon, c'était extraordinaire ce qu'il a fait, mais c'était dans un scénario très favorable, une équipe à identité de jeu très identifiée. À Paris, tu sais pas quoi. Tu sais jamais comment ils jouent. Donc je pense que les joueurs non plus, à un moment. Et effectivement, un coup a joué à droite, un coup a joué à gauche, un coup a joué dans l'axe. Et puis globalement, moi je sais pas. Je pense que c'est un garçon qui devra, entre guillemets, il a tellement de talent, etc. Blablabla. Mais on devra le surveiller tout le temps. Parce qu'il a un rapport au jeu et à la trace qu'il veut laisser qui parfois le dévie du bon chemin à mon avis. Et quand il retrouve le bon chemin, alors c'est fort. Il y a un téléspectateur qui nous dit il se némarise. C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est qu'il a changé, j'aimerais poser la question à Jo, s'il s'en est aperçu aussi.
Est-ce que tu vois Nous, tu t'en fiches. Ouais, il s'en fout. Ah, non. Nous, t'en as rien à battre. Non, parce que là, on va parler de jeu. Donc, Ouais, c'est ça. Didier Roustan appréciera. on parle, voilà. Non, mais il a encore ce petit défaut il a changé sa manière de jouer. Il vient au ballon. Alors qu'avant, il demandait le ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sollicite souvent le ballon dans les pieds pour se prouver je ne sais quoi, qu'il est capable de dribbler, qu'il est capable d'éliminer. Alors qu'avant, il sollicitait l'appel, on lui donnait, et c'était souvent comme ça. Mais alors c'est marrant, quand c'est Neymar, tu trouves que c'est le problème collectif, et quand c'est Mbappé, tu trouves que c'est un problème individuel. Moi, je trouve que quand c'est Mbappé, c'est aussi un problème collectif, parce que lui, là où il est dangereux, c'est quand il a un milieu, justement, qui va haut, qui va presser, qui vole des ballons dans des zones intéressantes, Super. et que la transition se fait rapide, et là, il tue tout le monde. Mais là, comme tu dis, les transitions, elles se font quand aujourd'hui, ce soir, elles se font quand Aussi. Jamais. Tu récupères où les ballons Aussi. Tu le récupères à 25 mètres. Mais je trouve qu'il ce soir, a c'était tendance à particulier venir quand même. dans les pieds au lieu de demander Jamais le ballon. PSG a été aussi Il était bas. tout le temps et aussi dans la avec zone ses pompes. d'espace pour sprinter. Et puis, même on s'est vu, je me demande si tu as raison. Ça cache un peu quelque chose, soit une fatigue, soit une blessure. Sur les sprints, Ludovic, Il rejoue depuis une semaine. Il rejoue depuis une semaine. Est-ce que vous avez été conquis par la réponse de Joan Micou ou pas? tout à fait. Oui, d'accord. Non, mais on a souvent évoqué ça. Qui venait souvent demander le ballon dans les pieds, qui faisait beaucoup moins d'appels sans le ballon, alors qu'il attendait de le prendre dans les pieds pour aller provoquer ses adversaires. Et donc, à force de faire tout le temps la même chose, aussi l'adversaire arrive à mieux lire ton jeu. Donc, ce qui fait qu'à la sortie, tu es moins décisif. S'il alterne ce jeu-là et avec sa grande qualité qui est l'espace, il sera plus performant. Virginie, une déclaration du coach Thomas Tuchel. On a un Thomas Tuchel énervé et ironique en conf. Vous vouliez une victoire, la voici. On avait besoin d'une victoire, on l'a eu et c'est tout. Je m'excuse pour la qualité de jeu. Si vous pensez que le plus important était de bien jouer, tant mieux pour vous. Voilà qui est dit. Voilà, Vincent, qu'est-ce qui se passe? On l'a perdu. On l'a perdu? Ah voilà, on l'a perdu là. Mais on l'a perdu là. On aura un thème Thomas Tuchel. Voilà, pour Thomas Tuchel, Ludovic Obraniak à ce geste toujours. Il va fermer la grille. Voilà. Nous, on ferme la grille, mais momentanément. Dans quelques minutes, nous continuerons de parler de Kylian Mbappé. Vous aurez le contrôle de l'émission. On passera aux notes de l'équipe du soir avec Kylian Mbappé en primeur. Deuxième partie de l'équipe du soir en compagnie de Didier Roustan, Joan Micou, Vincent Deluc, Ludovic Obraniak et Sébastien Tarago. Nous étions en train, j'allais vous promettre quelques notes de l'équipe du soir. Nous allons mettre ça en veille puisque Thomas Tuchel vient d'arriver en conférence de presse. On y va. Julien Froment, Europe 1. Est-ce qu'on peut parler de victoire chanceuse du Paris Saint-Germain ce soir? Ce succès 1-0 sur un pénalty vraisemblablement qui est très litigieux. Merci. Je n'ai pas compris, honnêtement. On peut parler de victoire chanceuse pour le Paris Saint-Germain ce soir quand on voit la physionomie de la rencontre et le pénalty qui a été accordé à Paris. Merci. On a manqué la chance à Leipzig. Aujourd'hui, on a eu un peu de la chance. On a joué avec grand cœur, on a défendu, on a donné tous. On a joué avec beaucoup de solidarité et on a défendu avec grand cœur, toujours ensemble. Et pour ça, on a gagné et je ne vais pas dire pardon pour ça. Bonsoir Thomas, Loïc Tanzière, MC Sport. Est-ce que ce soir c'était un choix de défendre si bas et d'essayer de contre-attaquer ou est-ce que c'est Leipzig qui vous a poussé à défendre si bas? C'était le match, c'était qu'est-ce que le match a demandé et on a répondu, c'est ça, répondu qu'est-ce que le match a demandé. Bonsoir Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. Comment vous expliquez l'animation offensive qui a été assez pauvre ce soir et surtout les transmissions, la qualité technique, assez peu le taux de réussite dans les passes était faible ce soir. Est-ce que c'est dû à la fatigue physique des joueurs ou est-ce qu'il y a un manque de cohésion collective qui s'expliquerait par autre chose? Et aussi un peu de qualité à l'autre côté parce que Leipzig, c'est demi-finale, non, ils n'ont pas des joueurs. Mais on peut... Oui. Et on peut demander des choses si nous faisons des entraînements et des rythmes ensemble. Je pense qu'on a fait maintenant, 11 matchs en Ligue et 4 matchs en Ligue des Champions.
je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on a eu presque 100 joueurs blessés pendant cette période. Je vais dire j'ai vu une statistique avant le match contre Monaco, on manque 7 joueurs par match pendant cette période en moyenne. Si vous attendez le meilleur PSG avec cette statistique, ok, c'est votre droit d'attendre de nous. On attend aussi beaucoup de nous. Dans quelques matchs, c'est nécessaire de se faire pour avoir un résultat. Aujourd'hui, c'était nécessaire de répondre à toutes les questions. Ce n'était pas possible de sortir la pression avec le ballon. Et voilà, on doit accepter et je peux accepter. On est en train de jouer au jeu de cette famille puisqu'il a parlé de 7 absents, Kimpembe, Bernat, Kehrer, je compte Verratti. Mbappé, Neymar. On fera les comptes des 7, Icardi, aidez-moi en régie ou on va passer à autre chose. Hein. Enfin, on est bien. J'ai Kimpembe, Bernat, Verratti, Icardi, Gay qui n'était pas là. Non, il était remplaçant. Non, Gay blessé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on en a 6 comme ça. Kurzawa sur le banc. Voilà, on va les mettre les 7, voilà, pour lui faire plaisir. Grand cœur, défendu ensemble, solidarité. C'était pas un choix de jouer si bas, c'est le match qui nous l'a donné. Une petite sortie où il a loupé son effet. Je ne sais plus ce qu'il a dit en fin de phrase. Il a dit si vous n'êtes pas content, tout ça, c'est pareil. Je ne vais pas m'excuser d'avoir gagné. On ne va pas s'excuser d'avoir gagné. Voilà, je ne vais pas m'excuser. Voilà. Ouais. Non mais après, moi, je suis fatigué par l'argument des blessures. C'est factuel, ok, très bien. Mais les joueurs, c'est quand même eux qui les préparent. Même si c'est une saison particulière, ce sont eux qui les préparent, ce sont eux qui les suivent médicalement. Ce sont eux qui décident quand ils jouent, quand ils ne jouent pas, quand ils se reposent. Et ce sont eux qui décident s'ils vont à Ibiza ou pas, s'ils partent ici ou là. Donc à un moment, stop, des blessés, il y en a partout, dans toute l'Europe. À Liverpool, la liste, elle est faramineuse. Et pourtant, quand ils reçoivent Leicester, ils leur mettent une gifle. Et pourtant, ils ne sont pas allés à Ibiza. Et ils ne sont pas allés, peut-être, mais plus discrètement. Mais ils ont fini leur championnat, eux. Oui, mais ça fait plus de matchs. Hein. Oui, mais enfin, il y a eu la grosse coupure après. Des champions. Mais bon, en tout cas, les faits sont là. C'est valable ailleurs. Et ailleurs, on ne cherche pas ces excuses-là. On ne cherche pas, mais on est aussi, pour certaines équipes, quand même à côté de ces pompes. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand il dit, et c'est ça qui m'inquiète quand même, ça revient au-delà des blessures, à ce problème physique que je trouve dans ce PSG souvent. C'est que j'ai trouvé d'entrée de jeu, donc je l'avais ressenti comme ça, on l'avait dit à la mi-temps, ça a été le choix, enfin ça n'a pas été le choix, c'est comme il dit, c'est le match qui a dicté les choses, et eux ils ne pensaient pas peut-être être submergés de la sorte, mais comme ils n'ont pas les arguments techniques pour se sortir de ce pressing, c'est perdu dans tous les cas. Et comme en plus ils ont une équipe coupée en deux et qu'il n'y a aucune fluidité dans leur montée du ballon et qui est neymarisée, comme on l'a expliqué, tu mets ça plus ça plus ça. Voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que physiquement ils sont jamais bien. Jamais. Et que leur seul recours, la seule manière de se sauver, c'est que tout le monde soit là et que techniquement ils fassent la différence. Voilà. Mais que physiquement, c'est une équipe qui a jamais l'air vraiment très bien, quoi. Non. Il n'y a jamais beaucoup d'intensité. Non. On va revenir à la conférence de presse de Thomas Tuchel. On me dit qu'il est en train de s'agacer. Dans quelques minutes, Thomas Tuchel qui s'agace, les notes de l'équipe du soir. Ce Mourinhoïsme. Allez, à tout de suite. Et la prolongation, c'est le moment où les masques tombent. Vincent Duluc, Sébastien Tarago, Johan Nicou, Ludovic Obraniak, le patron, le président à vie de l'équipe du soir, c'est Didier Roustan. Et Paris s'est imposé 1-0 grâce à un penalty de Neymar, bouilli de match. Le résumé très rapide de Virginie Saint-Silly. On peut dire que Paris s'est imposé dans la douleur, mais s'est imposé quand même. À la 9e minute, l'arbitre sanctionne la faute de Marcel Sabitzer sur Di Maria. À l'entrée de la surface allemande, Neymar ne tremble pas, ouvre le score pour Paris sur penalty. Beaucoup d'occasions des deux côtés dans ce match. Une fin de rencontre mouvementée, mais Leipzig ne revient pas. Paris l'emporte ce soir et se classe 2e de son groupe derrière Manchester United.
Dans quelques minutes, le coup de gueule de Thomas Turel qui a dit un gros mot, couille, à ne pas manquer dans l'équipe du soir. Et Mbappé, à présent, nous étions en train de le noter. Cette note a été reportée. C'est le moment de vérité. Quelle note aimeriez-vous avoir d'Mbappé? C'est Christophe qui nous dit, c'est 2. Dommage que Mbappé n'ait pas joué ce match, aurait tout changé. Trêve de plaisanterie, je lui mets 2. Très mauvais. 2. Didier, il est en retard. 3 mauvais. Et sinon, c'est du très mauvais. Bon, j'ai pas mon 2. Vous n'avez pas... Si, il est là, il est là, le petit. C'est très mauvais. Vincent devient l'avocat de Mbappé car il l'a trouvé juste mauvais. Pas très mauvais. Mais c'est mauvais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas très mauvais. Mais non, parce que si on parle de cadre collectif, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas aussi une explication, une excuse pour lui. Encore une fois, on sait très bien son registre. D'abord, ça fait une semaine qu'il revient seulement. Il était resté 2 semaines sans jouer. Il a joué 20 minutes avec l'équipe de France à peu près, si je dis pas de bêtises, peut-être une demi-heure, mardi dernier, enfin bref. Il a joué un petit peu, il a joué à Monaco. Il a bien joué là. Oui. Il a planté le but. Et là il revient, donc c'est pas encore le grand Mbappé, encore une fois, c'est un joueur qui est bon dans l'espace. Le PSG a été incapable de contrer, incapable de le mettre dans le sens de la marche. Je pense quand même que c'est pas un avant-centre pour jeu placé. Voilà. Et là, on en a une confirmation de plus ce soir. Mais après qu'il n'ait pas assez travaillé, j'en suis d'accord. 3, c'est pas une bonne note. Donc je suis un avocat relatif. Avocat procureur. Les arguments valent pour Neymar. Oui. Mais après, tu les as pas sortis parce que... Parce que j'ai voulu atténuer vos... Parce que ces arguments-là pour Mbappé sont assez faciles de dire tout ça. Pour dire qu'il fait un mauvais match, je trouve. Et après, le dernier truc que tu as dit, c'était quoi? Mais moi j'ai mis 4 à Neymar, j'ai mis 3 à Mbappé. Tu n'as pas sorti ces arguments. Oui, mais j'ai mis 4 à Neymar, j'ai mis plus à Neymar. Ça flotte les petits. Di Maria à présent. La boulangerie française participe à l'équipe du soir. Bonsoir la boulange. S'il vous plaît, notez Di Maria. Pour moi, c'est 2, totalement invisible, transparent, une véritable méduse ce soir. Et l'attitude qu'il a avec Turel en sortant est très significative. 2 et 2. C'est du très mauvais. On va vous montrer l'image. Turel qui veut parler à Di Maria. Faut pas le faire? Non. Regardez. C'est pas le bon moment. On a vu ce genre de débat et de réflexion lorsqu'un jour Mbappé, la saison dernière, était sorti. C'était pas le moment d'avoir un petit... disons qu'il s'expose éventuellement des attitudes qui peuvent le fragiliser. Mais bon, là, il est tellement fragile que de toute façon, il s'expose plus à grand chose et il faut qu'il gagne des matchs. Et ce soir, il en a gagné un quand même. Mais franchement, bon, alors la seule chose, c'est qu'il provoque ce penalty. Voilà. Bon. Alors, il va bien le chercher, on va dire. D'ailleurs, il a un point de plus pour ça. Voilà. Mais sinon, il s'est caché, il a fait semblant de défendre. Parce qu'au début, on croyait qu'il défendait un peu, mais il au pluriel d'ailleurs. Et puis, en fait, c'était un peu de bluff. Hein. Comment on fait semblant de défendre? Tu te replaces un petit peu. Comment? Tu te mets entre deux. Ah ouais? Et puis tu reviens, tu reviens à un rythme pas effréné, on va dire. Et puis on a l'impression que tu es dans ta partie de terrain. Tu viens pas aider, il n'a pas vraiment aidé Florenzi. Mais sans le défendre spécialement, c'est vrai que quand Neymar a le ballon avec Mbappé, etc. Alors en plus, le match est compliqué. Et ces joueurs qui vont en Amérique du Sud 3 fois, si tu veux, et qui restent 9 jours par mois et qui reviennent, tu vois Messi, alors Messi pique un petit peu du nez, il y a plein de choses aussi qui expliquent, mais ils sont laminés. D'ailleurs, il ne l'a pas amené Messi ce soir en déplacement, Koeman. Et je trouve que si en plus il n'est pas bien physiquement, Di Maria, en plus compte tenu du système de jeu du PSG, alors faut pas s'attendre. Il n'est pas fatigué par les matchs en revanche, en sélection. Les voyages, ok, mais par les matchs, non. Écoute, oui, mais enfin là, il y était pendant 10 jours. Il a joué, il est rentré dans le premier match et dans le deuxième, il était titulaire. Mais c'est pas le match lui-même qui le fatigue, mais c'est de changer d'alimentation, de climat. L'avion, quoi qu'on dise, même s'ils sont en première classe, c'est pressurisé, c'est plein machin, l'attente, le truc. Ils attendent peu. Le décalage horaire. Le décalage horaire, il faut tout faire quand même si c'est 5 heures, c'est pas 9 heures. Donc ça te bousille quelque part. Et bon, après... Ok, on aurait pu lui mettre 4 les gars alors. Non, mais... Attendez. Et on va aller voir Virginie Saint-Célie. Virginie, vous avez un but de Ronaldo montré. Oui, le match c'était Juventus Turin contre Ferencváros, score final 2-1. Ce sont les Hongrois qui ont ouvert le score. La Juve était menée 1-0 et c'est grâce à CR7, vous le voyez, qu'elle est revenue dans le match à droite. Cuadrado reçoit le ballon, passe à Ronaldo qui réussit un contrôle orienté et enchaîne une frappe du gauche. Au classement, je rappelle que la Juve est 2e de son groupe derrière le FC Barcelone.
Merci Virginie. Turel responsable. Juste avant, vous avez promis le coup de gueule de Thomas Turel en conférence de presse. Eh bien, voilà, c'est le moment. Ça dure à peu près 2 minutes avec une relance opportune de Bertrand Latour. C'est d'après mes informations. On y va. Bonjour Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce qu'il y a beaucoup de fébrilité en ce moment au sein de votre équipe ou pas? C'est quoi ça, fébrile? Manque de confiance, manque de repères. Non, ça leur permet pas d'avoir le bon niveau. Non, manque de rythme. Vous savez bien avec quel dernier 4 on a joué il y a 2 mois à Portugal. Est-ce que vous avez trouvé un joueur de cette dernière 4 aujourd'hui? Mais j'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Ils ont donné tous. Donné la cœur, donné tous physiquement. Et je suis fatigué. De répondre toujours des attentes de vous comme ça. Fatigué. Si vous avez le courage, vous pouvez prendre cette question à la vestiaire. Vous trouvez des gars qui sont finis. Donnez tous. Bonsoir Thomas, je vais vous poser un peu la même question que mon collègue, même si ça ne vous fait pas plaisir. Est-ce que vous pensez qu'on est tous fous et qu'on voit tous mal les matchs du Paris Saint-Germain? Ce soir, il n'y a que 3 tirs cadrés du Paris Saint-Germain. Comment est-ce que vous expliquez le décalage entre ce que pense votre vestiaire et vous et ce que nous, on peut imaginer et voir? J'expliquais toujours. Et c'est comme ça. Je peux accepter. Peut-être vous devez aussi accepter que c'est comme ça. J'ai accepté. On peut jouer un match plus bel, oui. On veut chercher, on veut attaquer, et on veut toutes les choses. Vous savez bien, on a déjà fait ça. Mais peut-être à un moment, ce n'est pas possible. Peut-être c'est possible et c'est seulement moi qui ne peut pas faire. Ok, c'est comme ça. Ah, petite réaction sur l'agacement de Thomas Turel. La question de notre confrère Nicolas Paillard n'était pas... Après, la seule chose, c'est qu'on est tous d'accord, je crois, pour dire qu'il est en train de perdre vraiment un petit peu pied dans sa communication et tout. La seule chose, c'est que si je me mets à sa place, autant j'ai détesté ce match, autant je me dis, je viens de gagner ce match, je dois être soulagé, parce que je risquais l'élimination. Et j'arrive, et toutes les questions sont négatives. Je peux comprendre qu'à un moment on perd de la lucidité, c'est la seule chose. Il perd sa lucidité parce que la question n'est pas désagréable en plus. Et en fait il perd sa lucidité parce que certains considèrent que la manière était plus importante que le résultat. Absolument. Mais je continue à le penser, mais je dis juste que si je me mets à sa place, si j'étais entraîneur du Paris Saint-Germain et que mon équipe est nulle, mais que j'ai gagné, je sauve un peu les meubles, bon allez. Référence sur sa défense qui a joué le Final 8, il y avait Bernat, il est absent ce soir car blessé, Kimpembe suspendu, Thiago Silva qui est parti du côté de Chelsea et Kerrer qui est lui aussi blessé, c'était sa ligne de 4 qui avait été plutôt bien tenu la baraque lors du Final 8. Bertrand, vous étiez en conférence de presse sur cette sortie de Thomas Turel. Ça a été un énervement progressif ou alors ça commençait à monter? Regarde ses yeux là, il est content. non, Sébastien, je suis pas content. Non, mais c'est vrai que j'avais lu sur Twitter que visiblement il s'était un petit peu énervé au micro du diffuseur juste après la rencontre. Et c'est vrai que dès la première question, il a été quand même mis au parfum de comment les journalistes avaient perçu le match. Et sa réponse avait été plutôt calme. Et c'est vrai que pendant 10 minutes, ça ronronnait un petit peu comme son équipe. Et puis c'est vrai que sur cette question qui n'était pas la plus saignante de toutes celles qui ont été posées. Je sais que vous en avez suivi une partie. Là où il a explosé complètement. Moi je trouve qu'on l'a perdu. Je trouve qu'il dit évidemment n'importe quoi, mais ça à la limite c'est pas très grave. L'explication que je vois, c'est qu'on le voit bien dans sa communication au niveau de son langage corporel auprès de ses joueurs. Il surjoue la proximité. On l'a vu avec Di Maria d'ailleurs qui lui met un vent. On le voit également avec Neymar, Mbappé, etc. On voit qu'il veut faire corps avec son groupe. L'idée c'est de se dire seul contre tous en fait. Donc est-ce que ça ira au bout? Je sais pas, ça serait bien qu'il ait plus de soutien de ses joueurs sur le terrain, dans leur investissement, c'est autre chose. Voilà, là il a décidé de se mettre, que les journalistes ne comprenaient rien, qu'il y a des blessés, qu'on peut se poser la même question.
pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est assez peu convaincant, quoi. Surtout qu'il y a des conférences de presse 3 fois par semaine, donc le discours s'use un peu vite, quoi. Bertrand, moi je vous invite directement à gagner le vestiaire du Paris Saint-Germain pour avoir une explication avec les joueurs. Bonne mission. Mais s'il veut d'autres questions, il a qu'à faire d'autres matchs aussi. Est-il responsable de cette bouillie de football, Thomas Tuchel? C'était la question que j'avais prévu de vous poser. Finalement, il y répond un petit peu, Thomas Tuchel, en disant moi, j'ai pas la même équipe. Donc, j'ai pas la même équipe, pas de préparation, pas de choses. Donc, en ce moment, il l'a reconnu d'ailleurs sur la relance de Thomas Tuchel, que oui, on peut mieux faire, mais en ce moment, c'est pas possible. Mais c'est pas tellement acceptable comme explication. Mais parce que cette équipe-là, elle doit faire beaucoup mieux contre Leipzig. Il joue pas contre le grand Real Madrid, il joue pas contre... c'est pas facile contre le Bayern, c'est pas facile de trouver une grande équipe européenne qui soit d'aplomb en ce moment. Donc j'ai du mal à arriver jusqu'à 4 ou à 5. Liverpool, ça va quand même. Ouais, ou Liverpool, il joue contre Leipzig qui est 4e du championnat d'Allemagne, qui est en difficulté, qui va pas très bien en ce moment. Il a une équipe qui doit pouvoir jouer au foot, les yeux dans les yeux avec cette équipe-là, et pas renoncer à tout jeu comme ça au bout de 5 minutes. Quand il dit que c'est le match qui commande son attitude, je trouve que c'est pas très convaincant, parce que l'attitude, elle est venue très tôt, d'être tous derrière. Au début, ils avaient une philosophie quand même, notamment Thomas Tuchel, qui était plutôt positive. Aujourd'hui, tu as la philosophie de l'Atlético Madrid, avec l'agressivité des U12 de la SPTT Montluçon, c'est quand même gênant. Si tu joues le béton, moi pourquoi pas? Moi j'aime pas Atlético Madrid, mais au moins ça ressemble à quelque chose, c'est cohérent. Et puis quand il y a des joueurs qui manquent, ceux qui les remplacent, ils jouent aussi avec la même intensité, ils savent où ils vont, ils savent comment ils jouent. Pourquoi pas? Moi, s'il veut faire de Paris le nouveau Madrid, il n'y a pas de souci. Mais qu'on comprenne quelque chose. Est-ce qu'il est encore écouté par ses joueurs? C'est un technicien, Thomas Tuchel. Il sait quand même régler les équipes, quand même. Il sait. Bien sûr. Évidemment. Franchement, il sait. Est-ce qu'il est écouté par ses joueurs? Quand il nous dit, on va jouer en bloc, on va essayer de défendre. C'est des choses qui sont élémentaires, j'imagine. On a l'impression qu'il a perdu le fil, mais c'est un peu cruel parce qu'il y a 3 mois, il y a 3 mois, il était en finale de la Ligue des Champions. Et effectivement, il pensait avoir obtenu là-bas une immunité, au moins pour le reste de la saison. Et on voit que c'est pas le cas. Alors c'est vrai que ça rappelle un peu Pochettino à Tottenham, qui s'est fait virer il y a 1 an, quasiment jour pour jour, après avoir fait la finale avec Tottenham, parce qu'il gagnait pas. Je trouve que c'est arrivé vite. Sa remise en question, je trouve qu'elle est arrivée vite, après, au début de saison. Je trouvais ça un peu dur, moi, au début. Maintenant, je comprends totalement les critiques qui sont émises et tout. Mais en début de saison, je trouvais ça un petit peu dur et je me mettais à sa place. Après, si tu analyses le jeu du Final 8, t'es à 2 doigts de la catastrophe contre l'Atalanta. Oui. Quand même. En demi-finale, ok, il n'y a pas un truc dingue non plus, c'est pas un match incroyable. Et puis tu perds logiquement contre le Bayern. Tu peux pas te dire, il y a eu une belle aventure, mais tu peux pas te dire que ça s'appuyait sur un jeu incroyable, une identité. Voilà, c'était aussi sur des circonstances favorables qu'ils ont su aller chercher. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il est encore écouté par les joueurs? Difficile. La preuve que non, puisque les joueurs à la mi-temps viennent réclamer des consignes supplémentaires, parce qu'ils n'ont pas compris. Donc il y a un problème de communication, on est d'accord là-dessus. Tu sors pas de la mi-temps. Ça, c'est pas écouté, c'est pas compris par les joueurs. Mais écoutez, si tu n'étais pas écouté par les joueurs, le mec viendrait pas, le joueur ne viendrait pas demander des explications. Je dirais démerde-toi. Je veux bien, mais là, c'est pas compris, peut-être. C'est pas écouté. Ils nous pondent un 11 de départ. Et les joueurs n'ont pas lâché, c'est des carcasses. Alors après, c'est fouillis. Ça manque de physique, moi c'est là où je trouve, ça manque de technique au milieu de terrain, mais ça on le sait, c'est pas nouveau. Mais les joueurs, je comprends ce qu'il veut dire, c'est que le drame c'est qu'ils sont laminés après ce match. Mais d'un autre côté, ils ont passé leur temps à courir après le ballon, à être perdus, à avoir peur parce que c'était la catastrophe, et ils se disent, mais ils se sont quand même battus. Neymar, même s'il a raté tous ses ballons et tout, comme on l'a dit, il les a quand même demandé. C'est que quand ils avaient aussi l'équipe au complet, on critiquait aussi le fond de jeu qui n'existait pratiquement jamais. Quoi. Donc comment tu veux faire avec autant d'absents, d'avoir un fond de jeu qui soit cohérent? Donc à la sortie, la finalité c'est toujours la même. On essaye un peu de défendre. Et puis après, on envoie aux joueurs les 3 de devant. Et quand ils sont en forme, ça fait qu'ils te font gagner des matchs sans problème. Mais quand ils sont moins bien, ça devient très vérité. C'est que tu as joué une finale, rabâche cette finale constamment. Et que ce soir, tu as joué comme une petite équipe européenne, en fait. Donc après, moi, je veux bien les excuses tout le temps. Tourelle est fatigué, les joueurs n'étaient pas là, machin. Mais si, avec l'effectif, tu es entraîneur du Paris Saint-Germain,
Si tu veux, Attends, si tu veux qu'apporter des excuses à chaque fois, t'es pas coaché Midtjylland. Non, mais ton jeu repose sur Midtjylland, on Mbappé te et Neymar. reprochera jamais rien. Non, mais ton jeu repose sur Mbappé et Neymar. Mais parce que t'as jamais créé autre chose. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais donc, quand ce soir, ils reviennent de blessure après plusieurs matchs sans jouer, ils sont moins bien. Donc, forcément, il dit que le match a dicté sa tactique. Quand tu mets, il n'y a pas de tactique. joue sans attaquant, tu mets 3 milieux. Pas la tactique. Mais Didier, quand tu mets 3 milieux à vocation défensive dans un match, tu t'es fait jongler. Non, mais à vocation défensive, oui, mais enfin, tu as quand même 3 attaquants, ils sont là pour justement. Qui apporte le surnombre Didier dans Danilo, Paredes et Herrera? Qui apporte le surnombre? Ça, il n'a pas non plus forcément les joueurs pour. Oui, mais regarde, il n'a pas forcément le profil de joueur. Après, quand tu dis, tu passes complètement à côté, tu devrais être un gros club. Quand le Real Madrid est mené 3-0 à la mi-temps devant 2 mecs, qui met l'équipe B, il manque 9 joueurs et qui ne voient pas le jour et que c'est une bouillie aussi, tu vois. Alors le problème, c'est qu'après, ils se reprennent de temps en temps et tout, mais il y a des miracles. Sauf que le Real, ils ont 3 Ligues des Champions. Ah oui, oui. Virginie Saint-Silly, êtes-vous là, ma chère Virginie? Je suis là, tout à fait. On commence par quoi? On va parler de Rennes-Chelsea. Voilà, Rennes-Chelsea, Rennes qui s'est incliné face à Chelsea, 1-2. On y a cru jusqu'au bout, mais voilà, Rennes a perdu avec Chelsea pour l'ouverture du score à la 22e. Superbe passe de Mason Mount pour Hudson-Odoi qui trompe Gomis du droit. Rennes relance le jeu à la 85e sur le corner de Bourigeaud. Tête de Guirassy, c'est Olivier Giroud qui va arracher la victoire à la 91e sur un tir de Werner détourné par Gomis. L'attaquant français récupéré marque de la tête, score final 2-1 pour Chelsea. Donc scénario cruel pour les Rennais qui vont devoir lutter avec Krasnodar pour une place en Ligue Europa. Débat dans quelques minutes sur le Stade Rennais. L'information du jour, c'est la disparition de Christophe Dominici à 48 ans. L'ancien joueur du 15 de France et du Stade français est décédé ce mardi à l'âge de 48 ans. Il serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté avant de sauter. Son corps sans vie a été retrouvé dans le parc de Saint-Cloud. Pour cette légende du rugby, la une de l'équipe lui sera consacrée demain, 10 pages entières pour retracer son parcours et son immense palmarès. La Ligue nationale, elle, va lui rendre hommage ce week-end lors des matchs de Top 14 et de Pro D2. Et pour tous, il restera à jamais celui qui a marqué ce sublime essai. C'était lors de la demi-finale de 99 face aux All Blacks. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Essai français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier. Un coup de pied dans la boîte, comme on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. La voix de Bernard Laporte que nous avons joint, mais qui n'avait pas le cœur, pas l'envie d'avoir une réaction sur la disparition d'un de ses anciens joueurs. Le Vendée Globe à présent avec une avarie majeure pour le skipper Sébastien Destremo. Un gros souci de quille apparemment, Mémé. Il se trouvait dans le poteau noir quand il a alerté la direction de la course. Il pourrait être contraint à l'abandon. Ce serait le 2e abandon après le dématage de Nicolas Troussel la semaine dernière. En tête de course, Charlie Dalin est toujours premier à 96,5 km de Thomas Rouillant qui le suit de près. Alex Thompson sur Hugo Boss pointe désormais à la 8e place après avoir dû immobiliser son bateau 48 heures pour effectuer des réparations. Merci beaucoup Virginie. Et à tout à l'heure, le Stade Rennais donc éliminé après 4 journées en Ligue des Champions. On va tout de suite en conférence de presse. La partie, vous avez vu les images, donc une défaite contre Chelsea. Conférence de presse en début de soirée. Écoutez ce que nous dit Julien Stéphan, éliminé, mais malgré tout, on a fait honneur à la Ligue des Champions. Écoutez-le. Je pense qu'on fait honneur à la Ligue des Champions, même s'il n'y en a pas beaucoup de points. Sur les 4 rencontres qu'on a faites, il y en a une où on a été largement dominé à Séville, mais pour le reste, que ce soit la double confrontation contre Chelsea ou le premier match contre Krasnodar, il n'y a pas grand-chose qu'à tourner pour nous, mais on avait montré de la qualité, voilà, avec nos moyens, avec le fait qu'on soit une équipe complètement inexpérimentée, certes, mais on a toujours souhaité attaquer, chercher à poser des problèmes à l'adversaire dès qu'on a pu. On a fait honneur à la Ligue des Champions. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Julien Stéphan? Ça va pas chercher loin l'honneur quand même là. C'est un point sur 12. En général, l'honneur c'est un peu plus haut que ça, non, normalement. Non, mais après, il dit dans le et c'est une victoire. Oui, enfin, Rennes c'est quand même une victoire sur les 11 derniers matchs. C'est une victoire sur les 11 derniers matchs, Rennes quand même. Donc je trouve, c'est son boulot de positiver. Et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de positif dans la série de Rennes en ce moment. Après, sur ce match-là,
Honnêtement, moi le football, c'est à un moment donné prendre des risques dans ce genre de compétition. Ils ont essayé de prendre des risques face à cette équipe de Chelsea. Ils ont décidé de jouer haut, de les agresser. Ils ont joué leur va-tout, ils ont perdu. Mais au moins ils ont tenté. Mais c'est quoi la morale? Il n'y a pas de morale. La morale, c'est qu'ils ont le niveau ou qu'ils n'ont pas le niveau, Ludo? C'est qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Ah, ils n'ont pas le niveau, on est d'accord. Ah oui, on n'est pas le niveau. Mais c'est comme ça que tu progresses. C'est en jouant des matchs. C'est en jouant des matchs de haut niveau que tu vas progresser. Voilà, c'est comme ça que Rennes progresse. Le football français, j'en suis pas sûr. Ouais, mais c'est pas en ne jouant pas la Coupe d'Europe que tu vas progresser. Hein, non, mais... Par rapport à certains. Moi, je suis assez sceptique sur l'effectif de Rennes. Je trouve qu'ils ont empilé des joueurs. On était plutôt contents d'ailleurs. On était plutôt contents de leur mercato, mais j'ai l'impression que c'est l'addition de joueurs en plus plutôt que des plus. Voilà, ils ont acheté des joueurs. Bons joueurs, mais... le début de saison de Guirassy était prometteur. Bon, pour l'instant, là, il stagne depuis... Il a marqué les 2 seuls buts rennais en Ligue des Champions. Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'était un investissement. Et je pense qu'ils ne se sont pas trompés sur lui. Après, sur Terrier, pour l'instant, c'est une catastrophe. C'est là aussi les deux sur les côtés aussi. Oui. Alors, il y a le Belge. Il y a eu un énorme investissement, c'est quand même 26 millions d'euros. C'est ça? Ça marche pas trop. Là c'est pareil. Bon, il ne faut pas complètement désespérer de ce garçon. Mais pour l'instant, ça va pas bien du tout. Bon, ça a été un peu court sur le Stade Rennais, c'est vrai. On a mis toutes nos forces. Non, mais je sais pas. On a eu Thomas Tuchel qui s'est énervé. Voilà, on n'avait pas le temps, j'ai mal géré. Vous l'avez énervé. Pour les amoureux du Stade Rennais, on prend notre revanche demain. En plus, demain, il y a Marseille. Pas de promesse en l'air, malheureusement.